Les leçons d'histoire de Napoléonica. Nous retrouvons Thierry Lenz, directeur général de la Fondation Napoléon. Bonjour chers auditeurs et chères auditrices des podcasts de Napoléonica. Nous vous proposons aujourd'hui une biographie simplifiée, très simplifiée, de Napoléon Bonaparte. Napoléon Bonaparte est né le 15 août 1769 à Ajaccio, sur l'île de Corse. Il est le deuxième fils de l'avocat Charles Bonaparte et de Laetitia Ramolino, qui auront 8 enfants. 5 garçons, Joseph, Napoléon, Lucien, Louis, Jérôme, et 3 filles, Caroline, Pauline et Élisa. Après ses petites classes dans son île natale, Napoléon étudie l'artillerie au sein de plusieurs écoles militaires, dont celle de Paris en 1784. Il en sort avec le grade de lieutenant. Le 3 novembre 1785, il rejoint sa première affectation à Valence, dans le sud de la France. Il n'est guère passionné par la garnison ou la manœuvre, mélancolique, solitaire, il préfère lire et apprendre en espérant pouvoir faire une carrière d'écrivain. Il se passionne ensuite pour l'indépendance de son île natale, la Corse, ses supérieurs lui accordant de nombreuses permissions pour qu'il aille y régler les affaires familiales qui sont devenues délicates suite au décès de son père en 1785. C'est en Corse qu'il participe le plus activement au début de la Révolution française. Le chef du parti indépendantiste, Pascal Paoli, lui confie quelques missions et c'est dans les rangs d'un bataillon de volontaires corses que Napoléon recevra son baptême du feu le 22 février 1793. Avant cela, il a été nommé capitaine en juillet 1792. Il séjourne alors à Paris, fréquente les milieux politiques de la capitale et s'engage dans le parti révolutionnaire. Pour lui, se battre pour la Révolution, c'est aussi se battre pour la liberté de la Corse. Mais la stratégie de Paoli est différente. L'île doit être indépendante, quel que soit le prix à payer. Paoli se rapproche ainsi des ennemis de la France qui est en guerre avec plusieurs puissances européennes depuis avril 1792. La rupture avec Napoléon est inévitable. En juin 1793, toute la famille Bonaparte doit s'enfuir vers le continent, tandis que Pascal Paoli fait appel aux troupes anglaises. Napoléon Bonaparte a choisi la France. Il ne retournera en Corse qu'une seule fois, en 1799, au retour de la campagne d'Égypte. Pour le moment, nommé commandant de l'artillerie de l'armée qui assiège Toulon aux mains des Anglais en septembre 1793, il inspire à l'état-major la manœuvre qui permet la reprise de la ville le 19 décembre suivant. En récompense, il est promu général de brigade le 22 décembre 1793. Mais on le dit très proche alors de Robespierre, le révolutionnaire le plus ardent. Or, celui-ci chute le 27 juillet 1794 et, avec ses amis, est exécuté dès le lendemain. Considéré comme un complice des robespierristes, Bonaparte est arrêté le 9 août. Il ne recouvre la liberté que le 20. Il se range alors du côté du nouveau gouvernement, placé sous la houlette d'un nouveau protecteur, beaucoup plus modéré, Paul de Barras. Le 5 octobre 1795, c'est justement Paul de Barras qui appelle Bonaparte pour le seconder dans la défense de la République contre des émeutiers royalistes. Napoléon tire sur les insurgés qui ont pris position sur les marches de l'église parisienne Saint-Roch. On commence à parler de ce jeune général imaginatif et décidé. Le 16 octobre 1795, il est nommé général de division, puis au poste clé de commandant de l'armée de l'intérieur, celle qui défend Paris. Si Barras favorise sa carrière, il l'aide aussi dans sa vie privée en lui cédant sa place d'ami incomparable, comme il dit, auprès de Joséphine de Beauharnais, veuve d'un général guillotiné pendant la Terreur.
Le mariage de Napoléon et Joséphine a lieu le 9 mars 1796. Depuis une semaine, Bonaparte a été nommé à la tête de l'armée qui combat les Autrichiens en Italie et la lune de miel avec Joséphine est écourtée pour qu'il puisse rejoindre son affectation. La campagne d'Italie s'ouvre en avril 1796. Montenotte, Millesimo, Mondovì, Lodi sont les premiers succès qui en annoncent tant d'autres. Ils aboutissent à la prise de Milan le 15 mai 1796. À cette époque, c'est déjà avec les jambes de ses soldats que Napoléon gagne la guerre. Certaines de ses divisions parcourent chaque jour de 10 à 15 km de plus que leurs adversaires. La campagne d'automne confirme les premiers résultats. Du 15 au 17 novembre se déroule la bataille d'Arcole, où Bonaparte conduit en personne, sous les balles, ses troupes à l'assaut d'un pont. Ce succès est confirmé par la plus éclatante victoire de la campagne, à Rivoli, le 14 janvier 1797. La route de Vienne est ouverte. Pour éviter la prise de sa capitale, l'Autriche sollicite un armistice. Les préliminaires de paix sont signés le 18 avril. Installé à son quartier général de Montbello, Bonaparte est à présent le maître de l'Italie du Nord. Il la gouverne personnellement, sans trop se soucier des ordres du gouvernement de Paris. Son indépendance est à son comble lorsqu'il négocie seul le traité de paix de Campo Formio avec l'Autriche, signé le 18 octobre 1797. Le gouvernement français est forcé de ratifier ce texte pour montrer à l'opinion son désir de paix. Le retour de Bonaparte en France est triomphal. La population l'acclame et ceux qui souhaitent rénover le régime républicain le regardent avec espoir. Dès cette époque, il a des tentations de coup d'État. Mais il ne juge pas la situation suffisamment mûre pour entreprendre quoi que ce soit. Il s'aperçoit bien vite que les projets d'invasion de l'Angleterre que l'on voudrait lui voir assumer sont voués à l'échec. Il propose à la place la conquête de l'Égypte, vieux projet remis au goût du jour depuis le début de la Révolution et qui vise à couper aux Anglais la route des Indes. Les préparatifs de la campagne se font dans le plus grand secret. 54 000 hommes embarquent à la mi-mai 1798 pour traverser la Méditerranée en évitant les escadres anglaises. Le 9 juin, Malte est prise. Le 2 juillet, Alexandrie est occupée. Pour atteindre le Caire, Bonaparte livre bataille le 21 juillet 1798 au pied des pyramides. C'est dans la capitale de l'Égypte qu'il apprend le désastre d'Aboukir. Le 1er août, en effet, dans une rade proche d'Alexandrie, l'amiral anglais Nelson a surpris et détruit la flotte française. La Méditerranée est à présent totalement anglaise, l'armée d'Égypte, victorieuse, est prisonnière de sa conquête. Comme en Italie, Bonaparte organise l'Égypte et son administration. Il crée un institut d'Égypte formé des nombreux savants qu'il a emmenés avec lui. Prudent, il se proclame l'ennemi seul des Mamelouks, qui sont d'anciens esclaves des Turcs qui ont réussi à se rendre maîtres du pays. Il ménage aussi la religion musulmane. Ces efforts n'empêchent pas le peuple du Caire de se soulever en octobre 1798. La révolte est matée dans le sang. Propriétaire théorique de l'Égypte, l'Empire ottoman, dont le centre est l'actuelle Turquie, jette 2 armées contre les Français. Une en Syrie, une autre dans les environs d'Alexandrie. Bonaparte décide de les battre successivement. Il se dirige d'abord vers la Syrie, où El al-Rish, le 20 février 1799, Gaza, le 24 février, et Jaffa, le 7 mars, sont prises après de rudes combats. Mais les Français ne peuvent s'emparer de Saint-Jean d'Acre. Les troupes sont épuisées et inquiètes, la peste est apparue dans les rangs. Bonaparte doit évacuer la Terre Sainte. La Syrie perdue, il faut encore battre la seconde armée ottomane. Elle est écrasée à Aboukir le 25 juillet 1799, succès qui tranquillise l'armée d'Égypte. Mais déjà, Bonaparte nourrit d'autres projets. Les nouvelles de France sont mauvaises. L'échec du Directoire devient patent. Le 23 août, dans le plus grand secret, Bonaparte quitte l'Égypte, y laissant son armée. Il débarque sur les côtes françaises le 9 octobre 1799.
Lorsqu'il arrive à Paris, le 16 octobre 1799, Bonaparte a la volonté d'agir par la force au besoin. Il s'allie à Emmanuel Sieyès, un des principaux gouvernants qui prépare de longue date un coup d'État. Le 9 novembre 1799, Sieyès le fait nommer à la tête de la garnison de Paris. Le lendemain, les conspirateurs obtiennent des deux assemblées une modification de la Constitution et la nomination de 3 consuls provisoires, Emmanuel Sieyès, Roger Ducos et Napoléon Bonaparte. Le 11 novembre 1799, la France se réveille avec un nouveau régime appelé le Consulat. Mais ces difficultés n'ont pas été résolues en 2 jours. Elle n'a ni gouvernement, ni finances publiques. Dès les premières séances de travail, les consuls s'affrontent. Ducos prend le parti de Bonaparte. Patiemment, le général Tisse-Satoile, soutenu par les autres complices du coup d'État, tels 3 personnages importants de la période qui va s'ouvrir, Talleyrand, spécialiste des relations internationales, Fouché, spécialiste de la police, ou Cambacérès, spécialiste du droit et de l'organisation de l'administration. L'élimination de Sieyès se fait ainsi en douceur. Bonaparte le laisse définir les grandes lignes de l'organisation du pouvoir. Il n'intervient que sur des dispositions essentielles tenant au pouvoir de l'exécutif. Lorsque la Constitution est proclamée, le 13 décembre 1799, Bonaparte sort grand vainqueur des luttes feutrées entamées le mois précédent. Le nouveau régime est républicain. L'exécutif est confié à 3 consuls, Napoléon Bonaparte, Jean-Jacques Régis de Cambacérès, Charles-François Lebrun. Mais le premier consul Bonaparte décide en dernier ressort, sans possibilité pour ses collègues de le contrer. Le législatif est confié à 2 chambres, le tribunat et le corps législatif. Il se contente de se prononcer sur les projets de l'exécutif. Un Sénat est créé. Composé de membres nommés, il a seulement des pouvoirs constitutionnels. Quant au Conseil d'État, il assiste l'exécutif et doit l'éclairer de ses avis. Quelques semaines après l'adoption de la Constitution, un plébiscite est organisé et voit un large succès du oui. Mais les résultats sont tellement rectifiés par le ministre de l'Intérieur Lucien Bonaparte, frère de Napoléon, qu'on ne peut guère s'y fier pour connaître l'avis des Français sur les événements de l'hiver 1799. Le consulat sera le régime de la France jusqu'au 18 mai 1804, date de la proclamation de l'Empire. Ces 4 années ne vont pas être de tout repos pour Bonaparte. Il devra s'employer à éliminer successivement ses adversaires intérieurs et extérieurs pour asseoir son pouvoir. Il doit aussi retourner en Italie pour faire la guerre aux Autrichiens. Cette campagne est plus courte, mais pas moins difficile que celle de 1796. Jouant de l'effet de surprise, puisque l'armée d'Italie traverse les Alpes sous la neige, l'avant-garde remporte quelques escarmouches de second ordre avant de s'imposer à la bataille de Montebello le 9 juin 1800. La victoire décisive est remportée par Bonaparte à Marengo le 14 juin. L'armée autrichienne d'Italie est hors d'état de nuire. Libéré de la menace extérieure, Napoléon se tourne vers la réforme intérieure. En 2 ans, il parvient à faire cesser la guerre civile et à réconcilier les Français. Il crée aussi une nouvelle administration, de nouvelles lois, dont certaines existent encore aujourd'hui, comme le Code civil, rédigé entre 1800 et 1804. Au printemps 1802, Bonaparte a les différents corps de l'État bien en main. Et pour le récompenser du travail accompli, les chambres le nomment consul à vie, décision confirmée par un nouveau plébiscite ou référendum, 3 653 000 oui, contre 8 300 non. La marche vers l'Empire est engagée, d'autant qu'une autre modification de la Constitution, intervenue en août 1802, permet à Bonaparte de désigner son successeur. Par touches successives, on fait admettre l'idée monarchique à la population. Mais c'est une grande conspiration royaliste qui permet à Bonaparte de devenir Napoléon Ier. L'affaire commence au début de 1804. La police démasque une conspiration de grande envergure visant à assassiner le chef de l'État. Les conspirateurs sont arrêtés, et pour montrer sa détermination, Bonaparte fait arrêter,
En territoire badois, petite principauté allemande, le duc d'Enghien, un prince du sang, petit-fils du prince de Condé. Il est exécuté dans la nuit du 20 au 21 mars 1804. Cette exécution est un acte fondateur de l'Empire, rupture définitive avec les royalistes et assurance donnée aux révolutionnaires. Montant à l'échafaud, Cadoudal, le chef des conspirateurs, en donne lui-même la conclusion. Nous voulions rendre un roi à la France, nous lui avons donné un empereur. C'est donc la gauche révolutionnaire qui sera à l'origine de la proclamation de l'Empire le 18 mai 1804. On consulte le peuple par plébiscite en juillet, 3 600 000 oui contre environ 3 000 non. Le sacre de Napoléon Ier a lieu le 2 décembre 1804 à Notre-Dame de Paris. Le nouvel empereur a souhaité une cérémonie fastueuse et obtenu la présence du pape Pie VII. Mais Napoléon se couronne lui-même, Pie VII devant se contenter de bénédictions et d'une accolade au nouvel empereur. Puis Napoléon couronne Joséphine. Enfin, on passe à la partie civile de la cérémonie. Napoléon prononce son serment constitutionnel. Il s'engage à défendre l'intégrité du territoire, à faire respecter l'égalité des droits, la liberté civile et de culte, le droit de propriété et la vente des biens nationaux. C'est donc par le rappel des acquis de la Révolution que s'achève le sacre de Napoléon. En 16 ans de règne, de 1799 à 1815, Napoléon a stabilisé et réorganisé une France meurtrie par la Révolution. Aucun domaine de l'art de gouverner n'a échappé à son génie créateur et à son sens de la synthèse des aspirations profondes de la société. Même si son empire n'a pas survécu à la défaite militaire, il a bâti une œuvre durable, articulée autour de quelques principes simples, réconciliation nationale, ordre et autorité. L'œuvre intérieure est impressionnante, autant que les conquêtes militaires. Elle est aussi plus solide. De nombreuses institutions et principes d'organisation qui encadrent encore la société française sont issus de la France napoléonienne. En un temps très bref, à une époque où les moyens de communication n'étaient pas ce qu'ils sont devenus, Napoléon et les hommes qui l'entourent réforment le pays en profondeur. Réconcilier les Français sans abdiquer les principes de la Révolution, tel est leur pari. Pour le gagner, ils prennent des décisions fermes et réfléchies comme celle de se réconcilier avec le pape au travers du concordat signé en juillet 1801, ou celle d'amnistier les émigrés, ces royalistes qui avaient quitté le pays au moment de la Révolution. Organiser la nation est une autre ambition majeure de Napoléon. Le principe est la rigueur, le but l'ordre et les méthodes autoritaires. La loi du 17 février 1800 est le centre du dispositif et l'exemple le plus remarquable de ce souci de rationalisation. Elle uniformise et simplifie la grille administrative. L'autorité locale est placée entre les mains du préfet qui exerce sous les ordres du ministre de l'Intérieur l'ensemble des compétences étatiques dans son département. Il représente l'État, dirige les administrations, détient la tutelle hiérarchique sur les autres niveaux locaux, l'arrondissement et la commune. C'est encore lui qui informe Paris des petits et grands événements de son ressort, il surveille l'opinion et il est responsable de l'ordre public. Ce souci de réorganisation est sensible dans tous les domaines de l'action de l'État. Institutions économiques, fiscales et financières, avec par exemple la création de la Banque de France ou du franc germinal, institutions culturelles avec la réorganisation du Louvre et de l'Institut, institutions judiciaires, des juges de paix à la Cour de cassation, mais aussi un nouveau statut pour le notariat ou la création des conseils de prud'homme, et puis aussi la réorganisation complète de l'instruction publique avec la création des lycées en 1802 et de l'université impériale en 1808 qui devient un véritable ministère de l'instruction publique. Napoléon confie à des juristes de premier plan, dont Cambacérès est le chef de file, la codification des lois. Il s'implique en personne dans la discussion consacrée au Code civil qui est promulgué le 21 mars 1804. Ce code sera d'ailleurs rebaptisé Code Napoléon en 1807. Mais d'autres codes verront le jour tout au long de l'Empire.
Code de procédure civile en 1806, Code de commerce en 1807, Code d'instruction criminelle en 1808, Code pénal en 1810. Napoléon veut également récompenser et honorer le mérite et les services rendus à la nation. Tandis que la Révolution avait supprimé les distinctions, il décide de créer un ordre national permettant à la fois de récompenser les civils et les militaires et de créer une sorte de chevalerie qui regroupera les élites du pays. C'est la Légion d'honneur. Elle voit le jour le 19 mai 1802 et elle existe encore aujourd'hui. 6 ans plus tard, Napoléon va plus loin avec la création de la noblesse d'Empire le 1er mars 1808. Elle doit échoir aux meilleurs compagnons de l'empereur, mais aussi attacher au régime les bonnes familles, y compris celles issues de l'Ancien Régime. En 6 ans, Napoléon créera 42 princes et ducs, environ 500 comtes, 1550 barons et 1500 chevaliers. Si ces nouveaux nobles ne seront pas tous des soutiens inconditionnels de l'Empire en difficulté, ils constitueront cependant le socle des nouvelles élites du XIXe siècle. Confronté à la nécessité de rétablir l'ordre et d'imposer la réconciliation nationale, Napoléon finit par concentrer entre ses mains toute l'autorité de l'État. Il se montre adversaire dans sa pratique quotidienne du libéralisme politique. La presse est réglementée, contingentée et censurée. La littérature et le théâtre sont surveillés et épurés. La police est omniprésente et la justice sévère. La création des prisons d'État en 1810, dans lesquelles on peut enfermer sans jugement les opposants, est justement stigmatisée, même si ce sont seulement 2500 personnes qui sont emprisonnées sur une population de l'Empire de près de 44 millions d'habitants. En dépit de rares émeutes ou émotions populaires, surtout dirigées contre la conscription qui obligeait les jeunes citoyens à servir dans l'armée, la politique d'ordre et d'autorité est bien acceptée. La propagande, soigneusement organisée, et la surveillance permanente ne suffisent pas à expliquer l'attachement des Français au monarque et au régime, au moins jusqu'au retour de la campagne de Russie en 1812. La population, surtout composée de ruraux très sensibles à la prospérité retrouvée, s'égrée à Napoléon d'avoir stabilisé le droit de propriété, garanti l'achat des biens nationaux, rétabli le culte, gagné la guerre contre le brigandage, créé un système éducatif beaucoup plus ouvert. Les guerres napoléoniennes constituent un épisode mémorable de l'histoire du monde et attestent du génie militaire de Napoléon. Elles sont parfaitement connues et ont fait l'objet de centaines, voire de milliers d'études. En 15 ans, les soldats du consulat et de l'Empire ont accompli des prouesses, parcourant l'Europe à pied, de Marengo à Waterloo, en passant par Vienne, Berlin, Madrid ou Moscou. En 1804, seule l'Angleterre est en guerre avec la France. Napoléon décide donc qu'il faut aller chercher la paix à Londres. On prépare un débarquement dans les îles britanniques. La Grande Armée, c'est ainsi qu'on commence à appeler officiellement l'armée française, se prépare à traverser la Manche. Il faut pour cela être maître du détroit pendant plusieurs jours, ce qui est difficile car la marine anglaise veille. Finalement, le débarquement n'aura pas lieu car au centre de l'Europe, le ressentiment monte contre le nouvel empereur. La transformation d'une partie de l'Italie du Nord en royaume, dont il sera roi, achève d'indisposer l'Autriche. Toujours prompte à suivre la politique du cabinet anglais, la Russie se joint au projet de coalition. Le royaume de Naples emboîte le pas. Il faut donc abandonner le projet anglais et se tourner vers le centre de l'Europe. Le 25 août 1805, Napoléon donne l'ordre à la Grande Armée de marcher vers le nouveau théâtre des opérations. En quelques semaines, elle détruit les troupes autrichiennes aux batailles d'Elchingen le 14 octobre et d'Ulm le 20 octobre. Le 14 novembre 1805, la Grande Armée entre dans Vienne, puis se porte sur la Moldavie, où Napoléon veut en finir avec le gros des troupes austro-russes. C'est à ce moment que l'on ne peut plus avoir aucun regret d'avoir reporté la descente en Angleterre.
On apprend en effet que, le 21 octobre 1805, au large du cap Trafalgar, la flotte française a été envoyée par le fond par l'escadre anglaise de l'amiral Nelson. Décidément, l'Angleterre reste bien la maîtresse des mers. Sur terre, en revanche, Napoléon demeure imbattable. Le 2 décembre, jour anniversaire du sacre, il écrase ses adversaires à la bataille d'Austerlitz, en présence d'Alexandre Ier de Russie et de François Ier d'Autriche, d'où le surnom de cette journée, la bataille des trois empereurs. Sans attendre, l'Autriche signe la paix à Presbourg le 26 décembre 1805. Quelques mois plus tard, le royaume de Naples est occupé et Joseph Bonaparte, le frère aîné de Napoléon, est placé sur le trône. Anglais et Russes poursuivent la guerre, mais sans espoir de vaincre seule la grande armée. Ils parviennent à entraîner la Prusse dans la guerre. Contre cette nouvelle coalition, Napoléon mène à l'automne 1806 sa plus extraordinaire campagne. Il écrase l'armée prussienne en quelques jours et quelques batailles aux noms illustres, Saalfeld, Weimar et surtout Jena et Auerstedt le 14 octobre 1806. Berlin est occupé, la poursuite des débris ennemis est une promenade militaire jalonnée de redditions massives, les places fortes et les villes tombant les unes après les autres. L'hiver suivant, les choses se compliquent avec l'entrée en ligne d'une nouvelle armée russe. Le 8 février 1807, à Eylau, sous la neige, Napoléon sort vainqueur in extremis d'une boucherie atroce. On suspend les opérations pour reformer les rangs saignés par la campagne hivernale. Dès les premiers beaux jours, la guerre reprend ses droits. Danzig se rend aux Français le 24 mai 1807. Le 14 juin, à Friedland, l'armée russe est détruite lors d'une bataille sanglante. Le 25, à Tilsit, Napoléon et Alexandre Ier se rencontrent et le 7 juillet 1807, ils signent la paix. Une fois encore, l'Angleterre reste seule face à Napoléon. De Berlin, l'empereur a décrété l'Angleterre en état de blocus économique. Vieille idée, la mise en quarantaine de cet ennemi suppose une mainmise de la France sur le continent et ses côtes. Or, il subsiste au Portugal un allié de l'Angleterre qui refuse d'obtempérer. Napoléon obtient de l'Espagne l'autorisation de traverser ses territoires pour aller lui faire la guerre. Le 30 novembre 1807, le général français Junot entre à Lisbonne et le futur roi Jean VI, il n'est alors que régent, prend le chemin de l'exil et s'installe au Brésil. Mais entre-temps, Napoléon a décidé de régler à sa manière les affaires espagnoles. À Madrid, le roi Charles IV gouverne avec l'aide de son ministre favori, Manuel Godoy, lui-même amant de la reine Marie-Louise. On conspire contre ce ménage à trois, avec pour projet de placer sur le trône le prince héritier Ferdinand. Les déchirements de la cour de Madrid font de l'Espagne un maillon faible de la politique continentale de la France. Début 1808, Charles IV fait arrêter puis relâcher son fils et se place sous la protection de Napoléon, dont les troupes occupent le nord de son royaume. Napoléon décide d'exercer sa médiation dans le conflit dynastique espagnol. Renversé par les émeutes d'Aranjuez le 18 mars 1808, Charles IV abdique en faveur de son fils qui devient Ferdinand VII. Mais Napoléon ordonne l'occupation de Madrid et pour sortir de l'impasse, il invite tous les acteurs du drame espagnol à le rejoindre à Bayonne. Là, il leur tend un véritable piège, obtenant l'abdication du père comme du fils au profit de Joseph Bonaparte, déplacé de Naples à Madrid. Quelques jours plus tôt, prélude à la guerre d'indépendance qui ravagera le pays et engloutira les plus belles unités de la Grande Armée, le peuple de la capitale s'est soulevé. C'était le 2 mai 1808, le Dos de Mayo. L'annonce de l'avènement de Joseph Bonaparte provoque une insurrection générale en Espagne, dont les meneurs font appel à l'Angleterre qui envoie sur place un corps expéditionnaire. Pendant plusieurs années, on va se battre entre soldats français, civils espagnols et militaires anglais. Le peintre espagnol Goya en a rendu compte dans une série de tableaux et de dessins, combats d'embuscade, massacres, villages détruits. Même Napoléon, qui fait un court séjour en Espagne,
ne parviendra pas à éteindre l'incendie. Il doit d'ailleurs bien vite rentrer à Paris, car l'Autriche réarme au centre de l'Europe, cherchant sa revanche de sa défaite de 1805. Début avril 1809, on se bat à nouveau en territoire autrichien. Les victoires d'Abensberg le 20 avril, Landshut le 21 avril, Eckmühl le 22 avril et Ratisbonne le 23 avril ouvrent la route de Vienne, qui est une nouvelle fois occupée le 13 mai 1809. L'armée autrichienne a préféré se retirer et mettre le grand fleuve Danube entre elle et les Français. Napoléon décide de franchir le fleuve. Une première tentative est un échec et s'achève par la demi-défaite d'Essling le 22 mai 1809. L'empereur décide d'attendre des renforts qui arrivent en juin. La deuxième attaque est la bonne et aboutit le 6 juillet 1809 à la victoire de Wagram. La paix est signée à Vienne le 14 octobre suivant. En 1810, l'Europe est française de Hambourg à Rome, de Brest à Mayence. Napoléon, empereur des Français, est aussi roi d'Italie dont le fils de Joséphine, Eugène de Beauharnais, est vice-roi. Au fil des conquêtes, Napoléon a placé sa famille sur différents trônes. Jérôme en Westphalie, à l'est de l'Allemagne, Joseph en Espagne, son beau-frère Murat, le mari de Caroline Bonaparte, à Naples, Louis a été roi de Hollande jusqu'en 1810, Élisa est grande-duchesse de Toscane, Napoléon Louis, fils de Louis Bonaparte, âgé de 5 ans, règne par fonctionnaire français interposé sur le Grand-Duché de Bergue. Le clan Bonaparte domine l'Europe française sous les ordres de Napoléon. Depuis 1805, l'empereur est en outre médiateur de la Confédération helvétique, c'est-à-dire de la Suisse, et protecteur de la Confédération du Rhin, qui regroupe les petits États d'une Allemagne alors très divisée. Depuis 1807, la Russie et la Prusse sont ses alliés. L'Autriche, vaincue en 1809, est à genoux. Seule reste en guerre l'Angleterre, qui soutient la rébellion espagnole. Pour fortifier son système continental, Napoléon développe des voies de communication, des échanges culturels, juridiques, militaires et économiques. Le Code civil et l'organisation administrative à la française deviennent les lois communes de l'Europe napoléonienne. Mais dans ce schéma, la France domine les autres, ce dont Napoléon donne la preuve en annexant le nord de l'Allemagne, la Hollande et la Westphalie, lorsque les politiques menées par leurs dirigeants ne lui conviennent plus. Les failles de l'Europe française résident dans sa diversité, son immensité et la contrainte nécessaire à son maintien. Par contre-coup, les nationalismes peuvent faire leur lit d'une opinion européenne anti-française. Autre souci pour l'Empire, Napoléon n'a pas d'héritier direct pour asseoir sa dynastie. Joséphine ne peut plus avoir d'enfants, et lui-même a été rassuré sur sa propre fertilité par la venue au monde de plusieurs enfants illégitimes. Il se résout à divorcer, et le divorce est prononcé le 14 décembre 1809. L'occasion est belle de faire un remariage politique avec une princesse issue d'une des plus grandes cours européennes. Après avoir tenté sa chance auprès du tsar pour obtenir la main de sa sœur Anne, Napoléon épouse Marie-Louise de Habsbourg-Lorraine, archiduchesse d'Autriche. Le mariage civil, célébré le 1er avril 1810, est suivi le lendemain du mariage religieux. Moins d'un an plus tard, le 20 mars 1811, Marie-Louise lui donne l'héritier tant attendu, immédiatement proclamé roi de Rome, ville dont le pape a été expulsé en 1810. Après le traité de Tilsit de 1807, Alexandre Ier de Russie avait semblé devenir l'ami sincère de Napoléon. Cela n'avait cependant pas duré. En décembre 1810, le gouvernement russe décide de taxer les importations en provenance de France. Pour envenimer encore les relations franco-russes, Alexandre refuse de donner sa jeune sœur en mariage à Napoléon. Les relations entre les deux empires se dégradent rapidement. Il ne manque plus qu'un prétexte pour en revenir à la guerre. Il est trouvé par le tsar lorsque Napoléon décide d'occuper puis d'annexer le duché d'Oldenbourg en Allemagne du Nord afin de rendre plus hermétique le blocus contre l'Angleterre dans cette partie de l'Europe. Or, le souverain de ce minuscule État
est un parent d'Alexandre de Russie. Au milieu de 1811, la guerre est devenue inévitable. Napoléon forge alors la plus extraordinaire armée qu'on ait vue, réunissant en Pologne des contingents venus de toute l'Europe. Le 8 avril 1812, la Russie adresse un ultimatum à la France, la sommant de replier ses troupes et de signer avec elle un traité de commerce. Le 22 juin, la grande armée qu'on appela aussi Armée des 20 nations, car elle comprenait des régiments français, italiens, espagnols, allemands, hollandais, autrichiens, prussiens, soit 500 000 hommes, cette grande armée franchit le Niémen. Au départ, Napoléon ne pense pas aller chercher la paix à Moscou. Mais l'armée du tsar bat volontairement en retraite pour l'attirer toujours plus loin sur son territoire et l'affaiblir. Vilna, Vitebsk et Smolensk sont occupés. Finalement, le généralissime russe Kutuzov accepte la bataille pour défendre Moscou. C'est la bataille que les Français appellent la Moskova et les Russes Borodino. Elle a lieu le 7 septembre 1812. On se bat sauvagement pendant une longue journée. Napoléon, voulant économiser ses forces en prévision d'une autre bataille, laisse ses régiments aller jusqu'au bout de leurs forces, refusant de faire donner ses réserves. Le soir venu, Kutuzov bat en retraite et décide même d'évacuer Moscou, où Napoléon fait son entrée le 14 septembre 1812. On connaît la suite. À l'instigation du gouverneur Rostopchine, les Russes incendient la ville, ne laissant que des ruines fumantes à la grande armée, au sein de laquelle un certain désordre commence à s'installer. Contrairement à ses espoirs, Napoléon ne reçoit pas, au Kremlin où il s'est installé, de proposition de paix d'Alexandre, malgré l'envoi auprès de lui de plusieurs messagers. Après avoir perdu plusieurs semaines à attendre, l'empereur évacue Moscou détruite pour resserrer ses lignes et regrouper ses forces à l'ouest. Mais l'hiver russe fait son apparition et les réserves de nourriture ainsi que l'équipement des soldats ne permettent pas d'y faire face. Le 27 novembre 1812, la Grande Armée peut, par un dernier effort, franchir la Bérésina. Après cette date, la débandade est totale. Le 6 décembre, l'empereur abandonne ses soldats pour rentrer à Paris, mettre sur pied une nouvelle armée et préparer la suite de la guerre. Seuls 20 000 hommes repassent le Niémen fin 1812. Les autres sont morts ou prisonniers, déserteurs ou, comme les corps autrichiens et prussiens, rentrés dans leur pays sans attendre. Cette fois, la situation s'est retournée et l'Europe tient sa revanche. En Espagne, les Anglais du duc de Wellington repoussent partout les Français. Les Russes poursuivent leur avance à travers la Pologne et vers l'Allemagne. L'Autriche et la Prusse se préparent à changer de camp. Après quelques mois d'accalmie, une nouvelle campagne commence en mai 1813 en Allemagne. Avec environ 300 000 hommes, Napoléon bat les Russo-Prussiens à Lützen, Bautzen et Würchen. On souffle encore et à la mi-août, les opérations militaires reprennent. Encore vainqueur à Dresde, Napoléon est cependant mis en danger par les défaites subies par ses maréchaux. Il est contraint d'accepter une grande bataille décisive à Leipzig. Choc frontal où les Français luttent à 1 contre 2 du 16 au 19 octobre 1813. Napoléon est nettement battu. Il doit se replier sur la France. Au sud, l'Espagne est définitivement perdue suite au désastre de Vitoria le 21 juin 1813 et à la retraite générale des Français. À Naples, Murat, maréchal de France et roi par la seule volonté de son beau-frère Napoléon, négocie la conservation de son titre en échange d'une déclaration de guerre à la France. En Hollande et en Belgique, les armées françaises cèdent partout du terrain. Avec énergie, Napoléon reforme une petite armée d'environ 60 000 hommes. 60 000 hommes et moi, dit-il pour rassurer son entourage, cela fait 160 000. Lorsque, au début de 1814, 250 000 coalisés fondent sur l'est de la France,
on ne donne pas cher de ses chances. Il est d'ailleurs battu à La Retière le 1er février 1814. C'est alors que les Alliés commettent l'erreur de séparer leurs forces. Napoléon passe à la contre-offensive et leur inflige une série impressionnante de défaites. Mais écrasé par le nombre, il ne parvient pas à empêcher l'occupation de Paris le 31 mars 1814. Un gouvernement provisoire français est formé, avec à sa tête Talleyrand. Les 2 et 3 avril 1814, le Sénat puis le corps législatif votent la déchéance de l'empereur Napoléon. Celui-ci envisage encore et encore d'attaquer. Mais ses maréchaux n'ont plus le moral et lors d'une scène fameuse, lui demandent d'abdiquer en faveur de son fils. Dans la nuit du 4 avril 1814, son dernier corps d'armée, celui du maréchal Marmont, passe à l'ennemi avec armes et bagages. Le 6, Napoléon abdique sans condition, alors qu'à Paris, Talleyrand appelle Louis XVIII, frère de Louis XVI guillotiné en 1793, à monter sur le trône. Napoléon n'a plus qu'à se retirer. Il fait ses adieux à sa garde le 20 avril 1814 et prend le chemin de l'exil. Ses vainqueurs lui ont accordé la souveraineté d'une petite île italienne, l'île d'Elbe. L'Europe n'en a pourtant pas fini avec Napoléon. Le 20 mars 1815, il est de retour aux Tuileries et Louis XVIII reprend la route de l'exil. L'empereur a débarqué sur les côtes de France le 1er mars et, sans tirer un coup de feu, accompagné de quelques milliers de soldats, il a miraculeusement reconquis son empire. Il promet cette fois à l'Europe de vivre en paix avec elle, mais les puissances menées par l'Angleterre ne veulent rien entendre. Réunies en congrès à Vienne, elles font savoir qu'elles ne veulent pas de lui à Paris. La guerre va reprendre et l'empereur décide d'attaquer d'abord au nord les corps britanniques et prussiens stationnés en Belgique. Le 12 juin 1815, Napoléon rejoint ses 130 000 soldats et entame 3 jours plus tard sa dernière campagne. Le 16 juin, à Ligny, il remporte sa dernière victoire contre les Prussiens. Le 18, à Waterloo, il livre sa dernière bataille qui tourne à la déroute. Rentré à Paris, Napoléon est contraint à une nouvelle abdication environ 100 jours après être rentré de l'île d'Elbe. Il se rend aux Anglais le 14 juillet 1815. Pour ne pas courir le risque d'un second retour, ceux-ci l'exilent au milieu de l'Atlantique Sud, sur l'île de Sainte-Hélène. Ce faisant, il lui offre la plus belle conclusion possible à sa carrière. L'endroit est en effet le pire qu'on aurait pu choisir. Accompagné d'un petit carré de fidèles, Napoléon y survivra 5 ans et demi dans des conditions matérielles déplorables. Il subira autant l'ennui que le climat détestable ou les tracasseries du gouverneur anglais Sir Hudson Lowe. Mais c'est là aussi qu'il tisse sa légende, dictant à sa suite sa version de l'épopée, se composant le masque d'un libéral incompris ayant succombé sous les coups de l'Europe conservatrice. C'est là qu'il ressasse ses souvenirs, s'adonnant parfois, lui qui a dominé le monde, au jardinage dans un petit domaine de quelques hectares, étroitement surveillé par des sentinelles anglaises. C'est là enfin qu'il meurt, d'une maladie de l'estomac, le 5 mai 1821. Vous venez d'écouter un podcast de Napoléonica, la marque scientifique de la Fondation Napoléon, enregistré à l'ACAV Studio à Versailles. Réalisation Victor, musique Ludwig van Beethoven et Alexandre Korchia. Retrouvez des compléments historiques et tout ce que vous voudriez savoir sur l'histoire des deux empires sur le site www.napoleon.org de la Fondation Napoléon.